Alors donc, c'est parti. Les hostilités sont déclenchées dans le golfe arabo-persique. Alors, il y a un escadron de F-15 qui est parti d'une base américaine en Arabie saoudite qui a bombardé Bagdad. Les Irakiens, eux, ont riposté en tirant sur les avions avec leurs batteries antiaériennes. Cette attaque-là, elle a débuté à 18h30, heure de l'Est, à notre heure à nous, si vous voulez. Donc, il était 8 heures plus tard à Bagdad. Et c'est poursuivi presque sans interruption. Les forces françaises en Arabie saoudite ont été placées en état d'alerte maximum. L'opération lancée par les Américains porte le nom de Desert Storm, de tempête du désert. Une panne générale d'électricité, de courant s'est produite à Bagdad, c'est le blackout. Le président Bush des États-Unis, lui, a réuni les leaders du Congrès à la Maison-Blanche. Il doit parler à la nation américaine à la télévision à 21h, heure de l'Est. On va vous montrer tout ça. Maintenant, à Ottawa, le premier ministre Mulroney, lui, réunit son cabinet de crise à 20h, donc dans un petit peu moins d'une demi-heure. Les avions décollent sans arrêt des bases américaines. On affirme même que des avions non identifiés survolent l'Arabie saoudite. Alors, tantôt, je parlais du Dow Jones, il y a l'or qui a grimpé à 409 $ l'once, en hausse de 6,75 $. Je vous le rappelle, le pétrole de 31 à 38 $ le baril. La bourse de New York, donc, annonce que demain, elle va ouvrir à 9h30 du matin, comme d'habitude. Et les bourses canadiennes devraient suivre même cet exemple-là. À Tokyo, l'indice Nikkei, lui, déjà, c'est en marche. À Tokyo, il a baissé de 241 points. Voici, c'est le point pour l'instant. Alors, Jean-François Lépine... Bernard, un petit détail amusant, c'est intéressant de voir que c'est passé de Desert Shield, qui était donc l'idée de sceller le territoire autour de l'Irak et du Koweït, à Desert Storm. Ça indique bien ce qui se passe. Maintenant, je pense que Et ça indique bien, justement, que je reviens à cette histoire, là, de cette victoire totale et absolue que souhaitent les Américains. Et il faut que ce soit une victoire rapide. Encore et pour que ce soit rapide... Oui. Bernard, on peut se demander si le président Bush ne dira pas dans quelques minutes voilà, nous sommes sérieux. Si vous avez un signe à nous faire, faites-nous-le. Je pense qu'on ne peut pas exclure ça non plus, M. Young. Et une chose qui m'intrigue ce soir jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'a eu aucun reportage d'une attaque irakienne, ni dans les airs dans la Golfe, ni contre Israël. Peut-être c'est le cas, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est l'approche du hérisson, c'est-à-dire les tirs irakiens, c'est anti-aérien, de la défense. Tout le monde a le droit de se défendre en droit international. Est-ce qu'il joue un jeu très habile en disant, en gardant ses forces strictement sur le défensif, ensuite faisant appel à l'opinion par-dessus les gouvernements? Tout est possible. Peut-être c'est trop génial ou trop bizarre comme stratégie, mais quand même, ça m'intrigue ce soir qu'on n'a pas eu encore le reportage des fatalités du côté allié. Ça m'intrigue beaucoup. Saddam Hussein, donc, pour revenir à votre... enfin, c'est une possibilité, effectivement, que le président Bush, tantôt, dise « Écoute, mon cher Saddam Hussein, je vous invite à réfléchir un petit peu plus. J'espère que vous allez nous prendre au sérieux cette fois-ci. » Encore une fois, on mesurera plus tard, j'imagine, l'ampleur des dégâts, mais on peut imaginer que s'ils ont frappé efficacement, il pourrait y avoir une pause disant ça. Mais encore une fois, en d'autres termes, comme on discutait un peu entre nous tout à l'heure, ça ne veut pas dire nécessairement que demain ou après, dans les heures qui vont suivre, il va y avoir une attaque au sol, des blindés, tout ça, et que c'est une offensive totale. C'est pas encore, on n'en est pas encore là. Je crois que c'est vrai. Il devrait y avoir une pause peut-être, une pause pour la paix encore, en pleine guerre, une pause pour la paix. Ça, vous croyez donc à cette hypothèse? Tout est possible, oui. Pourvu que les installations militaires irakiennes sont détruites. Il n'y a pas de capacité de riposte. Bon, on me dit qu'actuellement, il semble y avoir une accalmie à Bagdad dans les bombardements et dans les tirs, donc dans la capitale irakienne. Le ciel est complètement noir à cause du blackout dont on parlait tantôt, blackout total. Et il semble qu'il y a encore quelques incendies un peu partout dans la région. Il y a une alerte qui a été déclenchée à Riyad, en Arabie saoudite, il y a environ une demi-heure. C'était ça, la sirène dont nous parlait Geneviève Rossier tout à l'heure. Des sirènes, effectivement, retenties pendant plusieurs minutes. On était en pleine conversation avec Geneviève. Des journalistes et des clients d'un hôtel ont été avisés de se munir de leurs masques à gaz et de descendre aux abris. Les masques à gaz, on va y revenir. Pour l'instant, on me dit qu'on va aller rejoindre Raymond Saint-Pierre, qui est à Amman, en Jordanie. Bonsoir, Raymond. Bonsoir, Bernard. Bon, alors, dites-moi ce que vous vivez de votre côté en Jordanie. Où êtes-vous? Vous êtes à Amman, exactement? Oui, on est dans l'hôtel où on réside. Un hôtel qui, pour les gens ici, est un espèce de symbole nord-américain, mais en fait, pour l'instant, tout ce qui se passe dans l'hôtel, c'est que
Les gens courent tout en bas. Ils devaient y avoir de une espèce de pétition pour un exercice d'urgence en cas d'un bombardement. Mais ce soir, les gens se demandent si c'est pas le moment où ça va se passer. Certains de nos confrères donc vont en ville aussi voir un peu les réactions. La population ici suit à distance ce qui se passe là-bas par la BBC, par les radios étrangères, parce que ce sont les seules sources maintenant de renseignements très exacts. Et on sait très bien qu'à Bagdad, il y a eu des bombardements intensifs. On sait très bien que le gouvernement irakien a promis d'attaquer Israël d'abord. Donc ici, ce soir, en ce moment, je pense que les gens cherchent à trouver des abris, parce que il y a sûrement des choses qui vont nous passer au-dessus de la tête, à moins que les promesses de Saddam Hussein étaient vides de contenu. Est-ce que le roi Hussein de Jordanie s'est manifesté aujourd'hui? Il avait lancé un appel à Saddam Hussein hier. Est-ce qu'il s'est manifesté? Honnêtement, pas que je sache, pas aujourd'hui, en tout cas parce que nous avons vu. Tout a été au moment où tout le monde pensait que, bon, on pouvait se coucher, que cette nuit-ci, ça ne serait pas ce soir que ça se passerait. C'est arrivé quand même, bon, à 3h moins 20 du matin. Et ça a pris vraiment tout le monde par surprise. En ce moment, tout le monde dans l'hôtel où on se trouve essaie d'aller voir ce qui se passe en ville, d'aller au renseignement. Et je pense que d'une façon, ce sont les gens qui sont à Bagdad, donc qui communiquent avec Londres, la BBC, qui peuvent nous informer de ce qui est ou de ce qui est en train d'arriver. Bon, Raymond, j'aimerais que vous reveniez, parce qu'on en a parlé beaucoup aujourd'hui. On dit qu'il serait toujours possible que le conflit se déplace, qu'il ne s'étende. Bref, toutes ces forces militaires jordaniennes que le roi a amassées le long de sa frontière avec Israël. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Ben, disons que, étant donné la force énorme de l'armée israélienne, encore plus énorme de l'armée irakienne, et quand même, je pense que Jean-François pourrait demander là-dessus la force de l'armée syrienne. Évidemment, ici, les Jordaniens, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vraiment faire un geste, de prévenir tout ça. Mais je vous dis qu'il y a des gens ici qui nous disaient hier que si cette guerre-là évolue très vite, ce pays pourrait bien ne pas exister à la fin de la guerre. Parce que ici, autant le Koweït était assez défendu, alors ici, bon, on a des soldats très bien formés, tout ça, à la britannique, mais une armée vraiment qui n'est pas assez nombreuse, qui n'est pas de taille, même pour résister à un affrontement avec l'armée israélienne ou un affrontement avec l'armée irakienne, comme le roi l'avait dit, si jamais l'Irak utilisait le territoire pour attaquer Israël. Raymond, autre chose à ajouter pour l'instant? Ben, disons qu'ici, maintenant, on va aller aux nouvelles, voir ce que... Il n'y a pas eu d'alarme ici, il n'y a pas eu d'alerte. Ah bon? On n'a pas demandé à la population d'aller aux abris. Ceux qui dormaient avant l'attaque ne sont pas au courant que c'est en train de se passer. Nous sommes en pleine nuit ici. Il est maintenant 3h10 du matin. Donc, je ne sais pas, maintenant, il faudra attendre de voir parce que la télévision locale ne fonctionne pas, la radio locale ne fonctionne pas. Donc, peut-être que les gens auront à se débrouiller selon ce qu'ils décident de faire cette nuit, selon ce qui est une attaque et d'essayer de trouver les abris anti-bombes. Mais je pense pas, pour l'instant en tout cas, que la Jordanie soit visée ou soit vraiment dans le chemin en plein sur la route du conflit, pour cette nuit en tout cas. Bon, maintenant, ce flot de gens qui arrivent en Jordanie, vous pouvez nous en parler un petit peu aussi? Ben, on le redoute et il va maintenant, il va commencer à un peu bouger cette nuit. On a calculé, selon le but, en tout cas, qu'il y a 1 million à 1,5 million de personnes venant du Koweït, venant de l'Irak, surtout des étrangers qui voudraient regagner la Jordanie, traverser ici pour essayer de retourner dans leur pays. La Jordanie, pour l'instant, a fermé la frontière, mais d'un autre côté, l'ONU a promis à la Jordanie, mais aussi à la Turquie et à l'Iran, qui seraient les endroits où les réfugiés auraient tendance à se rendre, une aide de 175 millions de dollars. Pour l'instant, l'ONU a recueilli environ 56 millions de dollars, mais surtout ici en Jordanie, maintenant, on a bâti de villes de tentes. On est prêt à recevoir, je pense, près de 400 000 personnes. Donc, probablement que demain, il faut s'attendre à ce que ces gens-là arrivent. La situation sera plus difficile qu'au mois d'août lorsque nous étions ici, parce que maintenant, les nuits sont très froides. En tout cas, il faudra vraiment loger ces gens. Ils ne pourront pas coucher en plein air ou dans le désert. Ici, on atteint le point de congélation maintenant au petit matin. Donc, il faudra vraiment un effort international maintenant systématique. Il y a des réserves de nourriture à Chypre et dans la région qui ont été constituées par l'ONU et qui devront maintenant arriver à la frontière jordanienne assez rapidement. Bon, ben, on va se laisser là-dessus. Raymond, je vous remercie beaucoup.
Attention quand même, puis on va se reparler un petit peu plus tard, à coup sûr. Merci beaucoup, Raymond Saint-Pierre. Allons tout de suite à Ottawa, où dans un petit peu plus de 10 minutes, le premier ministre Bonjourné va réunir son cabinet de crise. Daniel Lessard à Ottawa. Juste un mot, Bernard, pour vous dire que le premier ministre Mulroney vient tout juste d'arriver au Parlement, il y a 5 minutes environ. Il a confirmé qu'il avait reçu un coup de téléphone du président Bush il y a quelques instants, 1 heure environ, et président Bush qui l'informait de ce qui allait se passer. Le coup de téléphone est arrivé en fin d'après-midi plus tôt pour informer le premier ministre Mulroney, comme une demi-douzaine d'autres chefs d'État, de ce que les Américains avaient en tête. Le premier ministre Mulroney s'est contenté de confirmer avoir parlé au président Bush. Il a refusé de dire quoi que ce soit. Alors, merci beaucoup. Un peu plus tard, Daniel Lessard. Donc, 3h49 du matin à Bagdad. On est en guerre. On est en guerre, c'est vrai. On disait que cette guerre, quelle forme prendra-t-elle? On parlait d'armes bactériologiques, on parlait d'armes chimiques, on parle de missiles. Alors, ces armes les plus dévastatrices que possède Saddam Hussein, ce sont effectivement ces armes chimiques et biologiques. Saddam Hussein a plusieurs fois répété, du reste, qu'il ne se gênerait pas pour les utiliser, et plus particulièrement contre son grand ennemi, c'est-à-dire Israël. Alors, si vous voulez, on va regarder ensemble Réal Damour, ce qu'il a préparé, et qui va nous expliquer quelles seraient effectivement les conséquences d'une utilisation de ces armes-là qui ont déjà été utilisées. L'usage des gaz a fait son apparition dès la Première Guerre mondiale de 1914-18, mais l'élimination de l'adversaire en l'exterminant par le poison remonte à la haute Antiquité. Durant la guerre de 1939-45, le tabac, le saumon et le sarin que possède actuellement l'Irak en quantité astronomique étaient déjà utilisés. À ma connaissance, ils ne sont pas si nouveaux que ceci. Je pense que la plupart avaient été déjà fabriqués ou pendant la Deuxième Guerre mondiale ou suite à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est des produits qui sont bien connus et leurs effets sont bien connus. Nous appelons ces gaz des gaz innervants ou neurotoxiques parce qu'ils agissent sur les neurotransmetteurs qui règlent les mouvements musculaires, comme le montrent ces expériences en laboratoire. Ces gaz attaquent, par exemple, le système respiratoire et provoquent la paralysie de la cage thoracique et du système cardiovasculaire. Ces gaz se présentent sous deux formes, liquide ou vapeur. Si c'est des vapeurs ou si c'est des liquides comme des gouttelettes peuvent être absorbées à partir de la peau et rentrer dans la circulation, ou si c'est des vapeurs, ils vont être inhalés par les poumons et absorbés par les poumons. Et même des gouttelettes peuvent aussi également être absorbées par les poumons. Alors, ça ne fait pas de grande différence. Est-ce que c'est maintenant des gouttelettes ou est-ce que c'est des vapeurs? Moi, je pense que probablement la plupart sont plutôt sous forme de particules et de gouttelettes que de vapeurs. Pour bien comprendre l'atrocité de ces gaz, il suffit de regarder ces images épouvantables. Saddam Hussein n'a pas hésité à infliger un traitement chimique à la ville irakienne de Halabja, peuplée de Kurdes, à la fin de la guerre avec l'Iran en mars 88. Pour combattre ces gaz, les militaires, tout comme les civils qui le pourront, devront revêtir un costume imperméable et se munir d'un masque. La durée de vie des gaz est relativement courte et ne représente qu'un danger que pour quelques heures seulement après l'épandage, qui se fait soit par hélicoptère, avion ou dans le cas présent, qui pourrait se faire aussi par ogive, transportant environ une charge de 125 kilos. Il existe des antidotes auxquels il faut recourir le plus rapidement possible après l'exposition ou l'inhalation. L'atropine même peut être donnée sous forme, si on pourrait dire, prophylactique avant mais pas l'oxym. L'oxym, on le donne au moment où on soupçonne qu'il y a eu un relâchement des gaz de combat. Puis, il y a aussi le nouvel antidote que les militaires canadiens comptent utiliser. Produit à Montréal, le HI6 s'administre par injection et aide l'organisme à reprendre la production de l'enzyme cholinestérase, neutralisée par le gaz innervant. Dans le présent conflit, on redoute davantage l'utilisation par Bagdad d'armes biologiques. D'habitude, c'est des bactéries vivantes qui, normalement, causent des maladies infectieuses, parfois même des épidémies. On peut les cultiver, obtenir de très grands nombres et ensuite les répandre. Les militaires s'attendent à ce que l'Irak utilise l'anthrax, le mot anglais pour désigner la bactérie de la fièvre charbonneuse. Ces bactéries
peuvent être utilisées pour causer une maladie grave, mortelle, surtout si elle est transférée par voie respiratoire. Et c'est évident qu'on peut mettre en suspension dans l'air ces bactéries. Il y en a qui sont très résistantes parmi ces bactéries parce qu'il y a une forme de spore très résistante. Un fait demeure, les spécialistes estiment que l'utilisation d'armes chimiques et biologiques se fera sur une étendue assez restreinte et qu'il faudra des milliers de tonnes de produits pour commettre des dégâts considérables. Ce genre de gaz de combat est utilisé généralement contre des troupes pour libérer, ouvrir sur un flanc, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pas le genre d'armement qu'on utilise contre une population. Tout en menaçant d'utiliser les armes biologiques et chimiques, Bagdad brandit également un autre spectre, celui de la guerre psychologique. Un reportage de Réal Damour. Alors effectivement, nous sommes en guerre et donc tout de suite, les premières fois, on parle de guerre chimique, de guerre, d'armes bactériologiques. Je pense que les Américains avaient voulu faire la leçon au colonel Kadhafi de Libye, déjà. C'est la première fois, je veux dire, Oui. Non, n'est-ce pas, M. Young? Oui, il y a eu une drôle d'histoire là-dessus. C'est qu'on pensait qu'il y a eu une attaque américaine contre les installations. Mais par la suite, on croyait que c'était plutôt les photos montées par M. Kadhafi pour un peu déjouer les opinions publiques. Tout est possible lors de la guerre. Je pense que l'utilisation la plus claire, ça a été d'une part pendant la guerre avec l'Iran. Avec l'Iran, oui. Effectivement, lorsque les attaques en masse des jeunes de 15, 14 ans ont approché vers les lignes irakiennes, on a envoyé des armes chimiques contre eux. Bon, l'Iran, l'Irak, mais aussi Saddam Hussein l'a fait contre l'a ses utilisé propres, contre dans les le nord de Kurdes, son pays, ça, sa dans le propre nord de son population. pays. Et Contre ça, les ça a Kurdes. été, vous vous souvenez peut-être, il y a eu en un seul bombardement, une journée, 5000 personnes, je pense, qui ont été exécutées ou tuées à cause des armes chimiques dans la population kurde. Et ça avait été dénoncé partout dans le monde. Il y a une autre arme assez antipersonnelle qui est vraiment effrayante. On dit que c'est un effet quasiment comme une bombe nucléaire. C'est employé justement contre les Iraniennes. C'est où on propage le gaz. Ensuite, il y a un petit feu qui s'allume le gaz. Puis ça brûle les poumons. C'est épouvantable. Et ça a été employé effectivement par les armées irakiennes contre les Iraniennes. Ce qui m'a étonné, Bernard, et peut-être M. Young pourrait commenter là-dessus, c'est que ce matin, en parlant à des experts et des amis en Israël, ce qui m'apparaissait frappant chez eux, c'est qu'on nous disait qu'on avait beaucoup moins peur des armes chimiques que d'une guerre locale qui serait, comme j'en ai parlé un peu plus tôt durant la soirée, qui impliquerait les Palestiniens, les Syriens et tout ça, parce que la guerre chimique, semble-t-il, et c'était eux qui me décrivaient ça comme ça, on avait une telle pratique, pas une pratique parce qu'on a l'habitude, mais parce qu'on a entraîné les populations, chacun a sa petite chambre, on sait que passé l'effet du gaz, on peut commencer à ressortir et tout ça, et que finalement, on ne s'attend pas, quoi qu'il arrive, à ce que Saddam Hussein puisse envoyer un grand nombre de missiles. Oui. Les États-Unis interviendraient bien avant que l'attaque soit plus massive venant d'Irak. Même on se pose la question si les Irakiens sont en mesure de vraiment mettre des ogives sur les missiles, tellement c'est une opération sophistiquée. Une chose on sait, c'est que les missiles ne sont pas précises. Ça, c'est un autre facteur. Donc, encore un élément qui réduit la menace de ces côtés-là. Maintenant, si jamais les bombardiers irakiens sont en mesure de pénétrer les lignes alliées, à ce moment-là, la guerre chimique devient quelque chose de réel. Mais c'est fort probablement on a visé ces cibles en premier. Bon, alors, je vous le rappelle, dans moins de 3 minutes, le premier ministre Mulroney réunit son cabinet de crise. Dans 1 heure 3 minutes, le président Bush des États-Unis s'adresse à la nation américaine. On vous montrera ça. Le Canada, donc, est en guerre. Nous sommes en guerre. Ce qui ne veut pas dire, je pense, Jean-François, il y a une dépêche qu'on vient de recevoir qui confirme qu'un porte-parole de l'armée canadienne a déclaré que les CF-18 dans le Golfe Persique poursuivent leur mission d'accompagnement qu'elles effectuaient jusqu'à maintenant et qu'elles ne sont aucunement, donc ces avions-là ne sont aucunement impliqués dans l'offensive actuelle. Et ça, je pense que c'est important à noter. Bon, les Français ont été mis en état d'alerte à Londres. Il y a le ministère de la Défense qui vient d'annoncer que les forces britanniques sont engagées dans des opérations militaires dans le Golfe arabo-persique. Les Britanniques n'ont donné aucun détail pour l'instant. On affirme que les avions américains ont attaqué le centre de télécommunications
de Bagdad. Ce serait la quatrième vague de bombardement contre la capitale irakienne. Alors tout ça, cette guerre, parce que nous le sommes, ça a commencé vers 18h45, heure de l'Est à notre heure, donc il était 2h45 du matin à Bagdad. Ça a commencé donc en pleine nuit à Bagdad. Voici effectivement ce qu'on a pu entendre dans la capitale irakienne, des tirs de la défense aérienne. Vous voyez ce que ça donne, écoutez ce que ça donne. C'est ça, hein? C'est ça. Alors ça, c'est le début de la guerre. On me dit que des journalistes en poste à Daran, donc ça, c'est la base principale en Arabie Saoudite, où on retrouve, où arrive tout le matériel américain, qui affirment entendre des missiles se diriger vers la région où il se trouve. Pendant ce temps, à Bagdad, il y a une nouvelle vague de bombardement. Donc, c'est une quatrième vague de bombardement, c'est ce qu'on disait. Et vous en avez eu un petit aperçu, vous avez pu entendre en tout cas un petit aperçu. Donc, c'est la quatrième attaque. Je vous rappelle, au moment où le premier ministre Mulroney réunit son cabinet de crise, qu'il a effectivement, et tantôt Daniel Lessard nous l'a confirmé, qu'il a reçu ce fameux téléphone du président Bush pour l'avertir de l'attaque. Il y a certains chefs de gouvernement ou chefs d'État qui ont été mis au courant de ces plans américains, de ces scénarios avec lesquels le président Bush a jonglé. Avant même la fin de l'ultimatum, hier, déjà, le président Bush était très silencieux.